Bonjour mesdames et messieurs. Donc, Odile, je crois que vous avez déjà un peu présenté l'idée de ce livre, qui vient s'intercaler donc, dans ce qui n'est pas franchement un programme, mais on a beaucoup de choses à faire, parce que ce monde change tellement vite. Donc le titre provisoire, comme vous l'avez entendu rapidement, c'est L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Alors d'où vient ce titre? Il y a 2 mois, il y a eu une petite fièvre dans les médias autour de l'intelligence artificielle, surtout depuis, un an après que AlphaGo ait battu quand même Licedol donc au jeu de Go. Ça a pris un an, mais d'un seul coup, tout le monde commence à s'énerver autour de ça, alors qu'en définitive, les choses peuvent s'expliquer. Je vais le dire dans un instant par des convergences technologiques auxquelles même les grands spécialistes de l'IA ne s'attendaient pas, comme Yann Lequin, mais je crois qu'il y a quelque chose de prévu avec lui. Et vous pouvez poser la question, qu'est-ce que je viens faire en tant que paléanthropologue? Alors, d'abord, soyons très clairs, il y a quelques noms connus que je ne vais pas citer qui s'amusent à parler de l'histoire de l'avenir ou l'histoire du futur. Alors, pourquoi pas un paléanthropologue? Mais soyons très clairs, nous autres, les préhistoriens, entre guillemets, nous sommes les mieux armés d'un point de vue conceptuel pour expliquer la coévolution des hommes et des outils. C'est au cœur de la préhistoire, depuis André Lecroix-Gourhan, et qu'il s'agisse en fait du silex ou du smartphone que vous avez dans vos poches, ce sont exactement les mêmes problématiques, sauf que ce ne sont pas les mêmes résultats. Donc on est sur des algorithmes, on n'est pas sur des lois. Donc ça, c'est la première chose à expliquer. La deuxième chose, c'est que moi, je viens du monde de la physique théorique. Je suis diplômé de physique théorique, et si je suis arrivé en paléanthropologie, c'est que Yves Coppens avait compris ce que je pouvais apporter. Eh bien, au début des années 80, il n'y avait pas le logiciel que vous avez, il fallait écrire ses programmes. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait une chaîne expérimentale. Il fallait 3 semaines pour analyser les données en biomécanique fonctionnelle en phase dynamique. Je ne rentre pas dans les détails, c'est compliqué, technique d'ingénieur. Et j'ai écrit des programmes et j'ai fait l'intelligence artificielle, ce qui permettait en une nuit de faire ce qu'on faisait en 3 semaines en termes d'analyse avec les statistiques et les courbes. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans paléanthropologie, grâce à Yves Coppens qui avait compris ce que je pouvais apporter, comme par ailleurs, c'était le généticien pour d'autres apports dans mon domaine. Et aujourd'hui, effectivement, je suis très interpellé dans ces questions-là. Premièrement, pour vous dire une chose, j'ai ouvert avec mon ami Denis Jacquet, qui a inventé et créé et qui dirige l'Observatoire de l'ubérisation de la société, il y a 2 ans. Donc on a ouvert, il y a une semaine, 10 jours, IA à Paris, donc intelligence artificielle à Paris. Demain matin, j'ouvre le Technion de Nice, c'est-à-dire avec les ingénieurs, start-upers, etc. Donc, vous savez, d'AIFA, d'Israël, etc., avec Noël Touati. Tout à l'heure, je vous quitte et je vais parler de domotique, robots et tout ce gisement d'emploi des emplois à domicile, qui effectivement, s'il loupe cette révolution technologique avec l'intelligence artificielle et les assistants, comme vous savez, qu'on appelle les assistants donc personnels, qui sont en train d'arriver sur le marché, là aussi, ça va être un vrai problème. Donc je suis vraiment au cœur de tout cela, je ne vous parle pas d'EDF, etc. Je suis vraiment impliqué dans ces questions de technologie. Seulement, je suis très surpris parce que les sciences humaines sont très absentes. Donc il y a très peu d'approches autour de ça. Et l'idée de ce bouquin, effectivement, c'est de s'interroger sur ce que va être ce nouvel âge de l'humanité, qui a déjà été largement bouleversé. Et ceci prolonge en fait ce que j'avais esquissé dans le Retour de Madame Néandertal. Donc j'avais donné... même dans le bouquin d'avant, qui était donc Darwin et Lévi-Strauss, où j'avais tracé une esquisse des grandes périodes de l'évolution humaine avec les technologies. Ça a été un peu développé dans le Retour de Madame Néandertal, et le dernier livre, donc, qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots. Là, effectivement, j'évoquais ces changements qui sont en cours et impactés par les nouvelles technologies et leurs usages, et ce que nous faisons donc nous-mêmes. Donc la question est de savoir, effectivement, comment nous allons nous en sortir avec ces nouvelles intelligences. Il y a déjà un problème de vocabulaire qui est complètement hallucinant. Quand on parle d'intelligence, ce n'est pas le même terme chez les anglo-saxons et les français. Chez les anglo-saxons, l'intelligence, c'est la résolution de la captation de données et la résolution de données. Donc CIA, ou les services, l'intelligence service donc, des Anglais, ce n'est pas la même signification que nous. Nous, le terme d'intelligence se confond avec cognition, avec la créativité et l'émergence de données. D'où des polémiques complètement stupides et absolument ahurissantes, lorsqu'en France, on voit nos grands philosophes discuter non, l'intelligence artificielle, c'est un oxymore. Eh ben, ça l'est moins chez les anglo-saxons que chez nous, parce que les termes n'ont pas la même signification. Autre exemple, on a dans l'intelligence artificielle, dès le départ, depuis 1956, l'intervention de neuroscientifiques, qui s'appelle un psychologist en anglais. Tandis que nous, un psychologiste ne veut pas entendre parler
d'intelligence artificielle, ni d'outils, ni quoi que ce soit. C'est vulgairement matérialiste. Nous, il s'occupe plutôt de l'âme. Donc déjà, nous avons énormément d'incompréhension entre les deux domaines qui sont évidemment dans le monde anglo-saxon et le monde donc francophone. Donc déjà, il faut préciser les choses. Et puis dans le dernier livre, donc qui va prendre le pouvoir, j'avais lâché cette phrase vers la fin du livre: si on n'est pas capable de comprendre les intelligences animales, on ne va pas s'amuser avec les intelligences artificielles. Ce que d'ailleurs a repris mon ami Laurent Alexandre dans son livre La guerre des intelligences, où il dit lisez Pascal Pic parce que vous allez voir ce qui va se passer. Donc on y va tout droit, et franchement, notre cartésianisme français ne nous prépare pas au monde qui vient. Je vous donne un seul exemple. Aldébaran, qui était une très belle entreprise française, qui a créé Nao, Pepper et Romeo. Et là, je vais découvrir d'autres robots. Aldébaran n'a pas trouvé son marché en France. Parce qu'en France, on a du mal à comprendre que des robots humanoïdes puissent participer à des relations de type humain, notamment dans les hôpitaux et les EHPAD. Et donc, évidemment, les Japonais ne pensent pas du tout comme nous. Et qui a racheté Aldébaran? C'est SoftBank, qui est l'entreprise la plus dynamique au Japon, de M. Masayoshi-san. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle Aldébaran Robotics. Et pour des raisons anthropologiques, et c'est vraiment des raisons anthropologiques qui remontent à plusieurs milliers d'années, nous les Français, nous avons parmi les meilleurs techniciens et ingénieurs du monde et chercheurs, Yann Lequin, mais il y en a d'autres, mais on ne trouve pas d'autre marché en France, parce que nous avons au oukase, qui est le dualisme cartésien, qui fait que la France est le pays le plus en retard sur les droits des animaux et le bien-être des animaux, le pays qui est le moins robotisé dans les pays occidentalisés. Je rappelle que les Italiens ont moitié plus de robots que nous dans les industries, les Allemands en ont 3 fois plus. Je ne vous parle pas des Coréens, des Japonais et des Chinois. D'accord? Donc pour des raisons archaïques, anthropologiques, nous sommes en retard sur les intelligences animales et nous allons être en difficulté, non pas sur l'innovation, non pas sur la création d'objets, mais sur le marché et l'intégration des intelligences artificielles dans nos sociétés. Et Yann Lequin, qui est français, c'est le seul à parler d'intelligence animale. Il n'y a aucun spécialiste en France des intelligences artificielles qui parle des intelligences animales. Et vous savez quoi? Monsieur, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, le PDG du cabinet Roland Berger, le cabinet allemand, il est français. Monsieur Charles-Édouard Bouet. Monsieur Charles-Édouard Bouet a écrit, dans un livre excellent d'ailleurs, qui s'intitule La fin de l'Empire humain, il a écrit « On n'a pas besoin de connaître les intelligences animales, puisque l'intelligence est exclusivement humaine ». Donc quand vous avez quelqu'un d'une telle qualité, qui a des meilleurs prospectivistes aujourd'hui sur le changement actuel de l'impact des nouvelles technologies, qui véhicule ce genre de propos, vous imaginez la profondeur du problème anthropologique et social auquel nous sommes confrontés. Alors comment se présente le livre? Discussion sur l'organisation issue de nos échanges avec Odile. Donc premièrement, je rappelle ce que sont les intelligences animales. Et vous avez remarqué, je ne dis pas l'intelligence animale. Il n'y a que Luc Ferry pour confondre une taupe avec un chimpanzé. D'accord? Non, mais il faut arrêter les bêtises, quoi. Et donc, il y a des intelligences animales et les chimpanzés ont des intelligences beaucoup plus humaines qu'on l'imagine. Les taupes ont la leur, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, un rappel des termes, comme je vous l'ai dit. Donc, cette première partie donc, rappelle comment ont émergé les intelligences animales, surtout très vite vers les grands singes, bien sûr, et l'homme. Et là, ce qui est intéressant, c'est de remarquer les corrélations. Et on sait aujourd'hui, c'est lié à la bipédie, à la relation à l'espace en 3 dimensions, la qualité de la nourriture, le microbiote, les relations sociales, ce qu'on appelle la relation sociale. Donc, notre intelligence humaine, elle est corrélée à un ensemble de facteurs qui, évidemment, deuxième partie, une brève histoire de l'intelligence artificielle, qui, évidemment, elle, va dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est de comparer les deux et de montrer que la genèse des intelligences artificielles n'a rien à voir avec les intelligences animales, surtout celles qui sont proches de nous. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 2 approches, c'est très intéressant. À la même époque, il y a 2 approches de l'intelligence artificielle. Donc, vous savez que ça commence dans les années 56. Le terme apparaît la première fois dans une conférence qui va se tenir à Dartmouth, avec Mervyn Minsky, McCarthy et 2-3 autres, comme M. Shannon, vous savez, qui est celui qui a créé la théorie de la formation mathématique. Et il y a un autre qui dirigeait donc IBM, donc la première série d'ordinateurs. Donc, on a 2 juniors qui envisageait l'intelligence artificielle, inspiré d'ailleurs par les travaux d'Alan Turing, que je rappelle, parce qu'évidemment, Alan Turing est inévitable dans cette affaire-là, le fameux article de 1950 avec le test de Turing. Et donc en 1956, il crée le terme d'intelligence artificielle. Il ne va pas se passer grand-chose dans cette conférence de l'été 1956, mais c'est lancé. À partir de là, il y a 2 approches. Celle qu'on va appliquer aussi aux grands singes. Vous savez que Coco, le gorille aux 1000 mots, vient juste de décéder, donc c'est une des conséquences de cette approche-là. Et il y a eu 2 approches. Ceux qui ont considéré qu'il fallait
immédiatement prendre l'approche humaine, donc enseigner le langage ou la logique mathématique. Et là, donc, au départ, ils ont fait des promesses en disant, et d'où les angoisses, surtout avec 2001, l'Odyssée de l'espace, les machines vont prendre le pouvoir humain sur l'homme parce qu'il y a un mode plus intelligent. Et l'autre approche qui est structurale, qui part des couches de neurones, ça commençait déjà dans les années 60, les neurones artificiels, qui, elles, partent des structures, et qui est plus évolutionniste au sens où je l'entends dans mon domaine. Et tout ça va éclater très très vite, sauf que, d'un côté, c'est très intéressant, on s'aperçoit que les promesses autour du langage, etc., vont complètement chuter. Donc il ne va plus y avoir de financement, notamment de la DARPA, qui s'appelle l'ARPA à l'époque, et vous savez, le département qui finance la recherche aux États-Unis, département de recherche avancée. Et de la même façon, on va avoir des problèmes avec l'analyse, l'approche donc structurale avec la simulation des couches de neurones, qui donc était d'une forme de biomimétisme qui était inspirée de ce qu'on connaît chez les enfants, sur le développement cérébral. Et là, c'est passionnant parce qu'il va y avoir une crise épistémologique à la fois dans l'intelligence artificielle, dans ces domaines-là, et également dans mon domaine, c'est-à-dire celui de l'apprentissage du langage. On va tout remettre à zéro au début des années 80. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le grand hiver de l'intelligence artificielle, qui était aussi un hiver sur les intelligences animales. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait dans les deux domaines un parallélisme épistémologique absolument étonnant. Donc ces deux approches, et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'approche neuronale, donc en tout cas des couches de neurones qui dominent. Et pourquoi l'intelligence artificielle éclate aujourd'hui? Ben, comme le dit M. Jack Ma, qui est le CEO, comme on dit, chez les gens branchés d'Alibaba, donc le géant du numérique chinois, parmi d'autres d'ailleurs, il n'y a pas qu'Alibaba, il se dit, en fait, on a la convergence de trois choses, que même Yann Lequin n'avait pas envisagé une telle accélération, c'est les big data, donc les données massives, qui ont complètement éclaté avec les réseaux et les smartphones. Deuxièmement, les mathématiques, et oui, les algorithmes, tout ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas de la recherche fondamentale. Et donc, c'est pas pour rien que c'est mon ami Cédric Villani qui s'est coltiné le dernier rapport en France. Et troisièmement, évidemment, les puissances de calcul, la fameuse loi de Moore, mais maintenant, c'est les nouvelles cartes graphiques et une nouvelle carte qui vient de sortir il y a 3 semaines d'ailleurs, proposée par Google, si je ne me trompe. Donc, tout ça émerge rapidement. Donc, on a une explosion. Pourtant, tout ceci est inscrit déjà depuis 50 ans avec des hauts et des bas, comme c'était le cas d'ailleurs pour l'intelligence des grands singes, qu'on comprend à peine aujourd'hui encore. Donc, c'est intéressant de voir ce parallélisme qui est là. Troisième partie. C'est l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles et les robots au défi de l'évolution. Et là, Hans Moravec, un des grands patrons, un des grands papes de l'intelligence artificielle et surtout de la robotique, avait dit dans les années 70, non, les couches de neurones, c'est ça qu'il faut faire, mais on manque d'algorithmes et on manque de données. Et il avait bien vu le truc, c'est un monsieur assez âgé maintenant, et le paradoxe de Moravec permet d'expliquer pourquoi nous avons une telle angoisse par rapport aux intelligences artificielles. Le paradoxe de Moravec nous dit que les machines font plus facilement des choses compliquées pour nous que des choses faciles. En gros, c'est plus facile pour les machines de nous mettre au jeu de go aux échecs que de jouer contre mon petit-fils qui a 4 ans au foot. Ce qu'on appelle chez nous l'ingénierie inverse. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est apparu il y a longtemps dans l'évolution pour nous et qui nous semble facile comme notre bipédie extraordinaire, eh bien je peux vous dire que quand vous regardez les films de la DARPA ou de Boston Robotics, eh bien vous apercevez qu'effectivement, l'année dernière, ils ont fait une compétition où on demandait à des soldats androïdes ou anthropoïdes ou humanoïdes, comme vous voudrez, c'est quasiment le même terme, d'avancer, d'ouvrir une porte, de franchir la porte, de descendre 3 marches. Il n'y en a pas un qui a passé la porte. Alors évidemment, quand vous regardez les vidéos de Boston Robotics, c'est pas être impressionnant parce qu'il y en a qui font des pirouettes, mais je veux dire, c'est la meilleure vidéo parmi des centaines d'essais. Donc attendez, je ne vais pas dire que ça ne va pas arriver. Mais puisque les machines nous battent sur des jeux compliqués ou intellectuels ou sur la simulation, on a l'impression que les machines vont faire tout mieux que nous. Or, c'est archi faux, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir, et ça sera la 4e partie, des changements absolument ahurissants, pas dans les métiers qui vont disparaître. Les métiers qui vont disparaître, c'est les métiers de garçons, les métiers les moins féminisés, c'est-à-dire les métiers autour de la conduite des machines. Alors ça, je ne vais pas trop en parler, j'ai l'excuserai sur la fin, mais en tout cas, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les manifestations sociales, c'est toujours les chauffeurs de taxi, les chauffeurs poids lourds, les chauffeurs de train, les chauffeurs de métro, pilotes d'avion et de bateaux. Dépêchez-vous de prendre un marin en photo au Havre, bientôt c'est fini, ils sont tous connectés. Les trains de camions arrivent. Donc les métiers les moins féminisés et les métiers de garçons vont disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gars-là? Ça, c'est une autre histoire. Non mais attendez, on va se taper 3 500 000 chauffeurs américains obèses, illettrés et inadaptables, qui vont être au chômage. On vit une crise anthropologique majeure.
puisque toute l'idéologie de l'hominisation, surtout vis-à-vis des femmes, ça a été l'homme c'est l'outil, sous-entendu le mal. Donc on va vers une crise anthropologique absolument ahurissante. Sur fond d'intelligence artificielle, de changement des tâches dans les métiers, certains métiers vont disparaître, mais pas tous les autres. Et derrière cela, comme le dit Jack Ma, lui, il parle de she culture. Il dit qu'aujourd'hui, attention, c'est un monde pour les femmes si on est capable de bien mener cette affaire. Ce qui m'amène à la quatrième partie, les datas ne sont pas des données. Les datas ne sont pas des données. C'est un vrai enjeu en médecine, c'est un vrai enjeu ailleurs. C'est-à-dire que, en gros, on a pensé que Big is Beautiful, qu'en traitant des millions de données, nous allions évidemment éviter les biais sur le racisme, le sexisme, LGBT, enfin toutes ces conneries. D'accord, sur lesquelles je me suis toujours battu, notamment comme dans mon livre, le retour de Madame, pas le retour de Madame Néandertal, mais de Darwin à Lévi-Strauss et Lucie l'obscurantisme. En gros, on a un vrai problème, c'est que les données sont mal indexées et au contraire, les big data exacerbent les discriminations aujourd'hui. Donc on est face à des enjeux de société, de liberté et de démocratie qui sont complètement ahurissants. Alors, je donne l'exemple de mon domaine. On a toujours su que les chimpanzés sont les plus proches de nous dans la nature actuelle. Mais la manière de classer et de comparer les espèces a complètement ouvert ou pas les théories de l'évolution. Donc avec les mêmes données, Charles Linné savait que les chimpanzés c'était les plus proches de nous, mais pour lui le monde était fixe. Jean-Baptiste de Lamarck pensait que l'homme descendait du singe. Et depuis Darwin, on sait que les chimpanzés et nous sont tout aussi évolués, donc on a les mêmes données, c'est pas la même façon de les traiter, et c'est trois conceptions radicalement différentes de la place de l'homme dans la nature et des grands singes. Donc là, je donne un exemple qu'on appelle la systématique, qui est une véritable révolution chez nous sur les data et l'analyse, sur lequel nous sommes très en avance dans notre domaine, pour illustrer effectivement cette difficulté des données et des biais. Enfin, cinquième chapitre, eh bien, la révolution numérique est déjà là. Ça a commencé avec l'ubérisation de la société et les applications. Les blockchains, tout le monde veut y aller, personne ne sait ce que c'est, on va y aller, mais personne ne le fait. Donc de toute façon, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, mais on y va. Mais ce n'est pas massif, ça c'est très technique. Okay, ce sont les gestions de fichiers numériques. Et aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle, avec un paradoxe. Dès que vous voyez une couverture d'un bouquin ou d'un magazine ou d'une émission sur la révolution dite de l'intelligence artificielle, c'est toujours un robot humanoïde. Or, mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle et les robots, c'est même pas 5% de ce qu'est l'intelligence artificielle déjà au quotidien. L'intelligence artificielle, c'est sur les réseaux, c'est dans nos smartphones, c'est partout. Donc les robots humanoïdes ne sont qu'une toute petite partie de la révolution de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver, et tous nous en sommes donc les acteurs. Et enfin, donc, comme l'a dit Odile tout à l'heure, je terminerai par une réflexion anthropologique. Depuis que les Néandertaliens ont disparu, on les a un petit peu poussés quand même vers la sortie, mais ça on ne le savait pas à l'époque. Il y avait aussi les hommes de Denisovia. Eh bien, nous avons vécu 30 000 ans avec une seule espèce qui se croyait intelligente sur toute la Terre, c'est Homo sapiens. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans un défi anthropologique majeur, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous apprenions à vivre avec d'autres intelligences, celles qui sont en train de disparaître malheureusement et qu'il faut préserver, celles des grands singes, et celles que nous créons, les intelligences artificielles. Donc, nous entrons dans une nouvelle anthropologie du monde en devenir.